h 50 le Book Club brésilien aujourd'hui, à quelques jours de l'élection présidentielle brésilienne qui oppose l'ancien président Lula au président sortant Jair Bolsonaro. 2 livres mettent en récit le pays à travers les 2 hommes qui prétendent aujourd'hui l'incarner. 2 personnalités que tout oppose, Lula, Bolsonaro, 2 histoires du Brésil. On en parle aujourd'hui avec nos invités et avec vous, Sébastien Thème, au sommaire de ce Book Club. Je vous présente le numéro 21 de la revue Le Crieur qui rend compte de l'actualité brésilienne et de la riposte féministe là-bas. Et puis je vous parle aussi d'une exposition qui allie architecture, littérature et Grand Paris. Ça c'est à voir au pavillon de l'Arsenal. Oui, et avec le Brésil aussi, on va pouvoir allier architecture, littérature et Grand Brasilia. Invitée aujourd'hui l'historienne Maud Chirio, maîtresse de conférence à l'université Gustave Eiffel. Après La politique en uniforme aux presses universitaires de Rennes, vous publiez en cette rentrée chez Anna Mosa Mon cher Lula, recueil de lettres adressées à l'ancien président Lula quand il était en prison. Bonjour Maud Chirio. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Également à distance, le journaliste et correspondant au journal Le Monde au Brésil, Bruno Meyerfeld, auteur du Cauchemar brésilien chez Grasset, récit d'un pays qui s'est donné Jair Bolsonaro comme président en 2018, dirigeant d'extrême droite, le premier à s'installer au palais d'Alvorada à Brasilia. Dans ce palais, on dit que les présidents dorment mal, nous dites-vous Bruno Meyerfeld, qu'ils y font des cauchemars. Nous allons voir ça ensemble. Bonjour Bruno Meyerfeld. Bonjour. Bonjour, vous avez dû vous réveiller bientôt pour être avec nous, on vous en remercie. Ce livre, Le Cauchemar brésilien, tire les enseignements d'une présidence et de 4 ans d'observation du phénomène Bolsonaro. C'est une réflexion sur le temps long que vous, le journaliste, le correspondant du journal Le Monde, qui devait au jour le jour raconter ce qui se passe dans le pays, vous vous êtes offerte. Vous n'imaginiez pas qu'il durerait aussi longtemps, Jair Bolsonaro, Bruno Meyerfeld, qu'il serait à nouveau candidat ? Moi, j'imaginais qu'il pouvait quand même être candidat, sachant que ces dernières années, il a rencontré les plus grandes difficultés sur son parcours pendant son mandat. Il y a eu la crise amazonienne, la crise du Covid-19, autour de 150 demandes de destitution, la crise économique. Et finalement, il a survécu à tout. Donc, arrivé au bout de son mandat, je n'étais pas tellement étonné sur le fait qu'il puisse être candidat. Seulement, c'est vrai qu'on ne l'imaginait pas aussi haut. Je rappelle qu'il a fait plus de 43% des voix au premier tour, contre 48% pour Lula. Donc, il a prouvé non seulement sa résilience, mais aussi sa popularité finalement. Alors ce livre, Le Cauchemar brésilien, qu'est-ce que c'est ? Comment vous l'avez pensé, Bruno Meyerfeld ? C'est un triple itinéraire, j'ai envie de dire. Il y a d'abord un itinéraire personnel, parce que moi-même je suis franco-brésilien, j'ai une mère brésilienne, donc il y avait la volonté d'explorer les racines parfois très sombres de mon propre pays. Il y avait la volonté, bien sûr, comme journaliste, de décrire le mandat de Jair Bolsonaro, que j'ai pu vivre ici au premier plan, mais il y avait aussi l'impression qu'on pouvait comprendre Jair Bolsonaro qu'en expliquant sa propre histoire, la propre histoire de ce dirigeant, de cet homme, ses spécificités, de quelqu'un qui a souvent été résumé à un fasciste, un malade mental, un Trump tropical, et je pensais que c'était beaucoup plus complexe, et donc j'ai voulu aussi raconter l'histoire de cet homme, et à travers l'histoire de cet homme, l'histoire du Brésil ces 50 ou 60 dernières années. Merci. Maud Chirio, de votre côté, vous avez dirigé cet ouvrage, Mon cher Lula, lettre à un président en détention, qui rassemble le millier de lettres qui ont été envoyées à Lula, l'ancien président brésilien, lorsqu'il a été arrêté et mis en détention en 2018. Quelle est la force de cette correspondance ? Qu'est-ce que ces lettres réunies nous disent ? Alors, dans ce livre-là, publié en français, il y a 47 des 25 000 lettres, donc c'est une goutte dans l'océan de la correspondance qui lui a été envoyée. Et en fait, c'est une documentation que l'équipe d'historiens que j'avais réunie avons voulu rendre publique, y compris pour un public non brésilien, parce qu'elle nous a semblé complètement exceptionnelle, parce que ça nous a semblé être une occasion unique dans l'histoire, où des personnes anonymes, et dans leur grande majorité des gens issus de catégories très populaires, décident d'écrire à quelqu'un qui est une figure publique, mais qui ne peut rien leur apporter. Les correspondances adressées aux puissants, elles sont très nombreuses dans l'histoire, quand il s'agit de demander quelque chose à ces personnes de pouvoir. Dans le cas de Lula, c'était quelqu'un d'empêché, qui n'avait rien à apporter, et au contraire, à qui ces anonymes voulaient apporter quelque chose, du soutien, de la solidarité, leur colère.
et surtout le récit de leur vie. Et ces 25 000 lettres, c'est en général 25 000 récits de vie, de gens qui en général ne racontent pas leur vie, leur regard sur le monde, leur regard sur la politique, mais qui, à cette occasion-là, parce que d'abord c'est comme ça qu'on écrit une lettre à quelqu'un qui ne vous connaît pas, on raconte qui on est, on se présente, mais aussi voulaient raconter comment leur vie, leur histoire, souvent de misère, de souffrance, a été révolutionnée à un moment précis de l'histoire brésilienne par des gouvernements de centre-gauche, dont celui de Lula, qui ont créé un État-providence, qui ont donné accès à l'université à des gens qui n'y avaient pas accès, qui ont créé la politique des quotas, qui ont créé des mesures sociales et qui a changé complètement la vie de ces gens. Voilà, c'est un trésor, hein, c'est un témoignage historique aussi. Ces lettres réunies, on pense évidemment aux lettres de prison de Nelson Mandela, à celles d'Antonio Gramsci, mais là c'est le chemin inverse qui a été fait et que vous présentez aujourd'hui. Ce sont non pas d'anciens présidents ou dirigeants ou chefs d'État qui sont en prison et qui écrivent, qui témoignent, qui racontent. Ce sont des citoyens, des électeurs qui ont choisi d'exprimer leur soutien à leurs anciens dirigeants, de le soutenir dans ce moment d'incarcération. On va y revenir sur la force de cette correspondance. Mais on commence avec vous, Sébastien Thème, et avec 3 livres pour comprendre le Brésil d'hier et d'aujourd'hui. Oui, 3 livres conseillés par Michel Chandaigne de la librairie portugaise et brésilienne à Paris, dans le 5e arrondissement. On le remercie d'ailleurs. Il nous propose donc l'histoire du Brésil de l'historienne Armelle Enders, 320 pages, des cartes, une chronologie réactualisée, puisque à Paris, dans une nouvelle version, ce livre, suite à l'élection de Jair Bolsonaro en 2018, une histoire du Brésil de référence, alerte et synthétique, nous dit Michel Chandaigne. Deuxième choix, un essai de Stéphane Rostin, La forêt vierge d'Amazonie n'existe pas, paru aux éditions Pommier depuis trop d'années. Le grave état de santé de l'Amazonie inquiète, déforestation sauvage, incendie, élévation de la température. Bientôt, la forêt vierge d'Amazonie n'existera plus. Enfin, dernier choix, Brésil bâtisseur des ruines de Lula à Bolsonaro, un essai de la journaliste Eliane Brume qui relate les changements déterminants des 20 dernières années au Brésil, de l'élection de Lula, premier ouvrier à conquérir le pouvoir, au gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro. Un livre paru chez Anacaona Édition. Excusez-moi. Les choix de Michel Chandaigne de la librairie portugaise et brésilienne sont des essais. Pour avoir des conseils de fiction brésilienne, rendez-vous sur notre page Instagram. Lectrices et lecteurs évoquent tout un tas d'autres autrices et d'auteurs. L'afro-brésilienne Conceição Evaristo, la femme de lettres brésilienne pourtant née dans un petit village d'Ukraine, Clarice Lispector, ou encore l'écrivain natif de Bahia, Jorge Amado, qui fut nommé commandeur de la Légion d'honneur par François Mitterrand, c'était en 1984. Sans oublier évidemment Paulo Coelho, auteur de L'Alchimiste, paru en 1988 et vendu à 85 millions d'exemplaires. Mochirio, Bruno Meyerfeld, est-ce que vous souhaitiez ajouter un classique de la littérature brésilienne à cette liste? Maud Chirio. Alors moi, il y a un livre que je trouve absolument extraordinaire et qui est unique dans l'histoire du Brésil. C'est un livre écrit par une femme qui s'appelle Carolina de Jesus en 1960, qui s'appelle en portugais Quarto de Despejo et en français Le Dépotoir, je ne sais pas quel éditeur malheureusement, et qui est l'histoire d'une femme qui habite dans une favela et qui décide à un moment d'écrire un journal intime sur des papiers qu'elle récupère et qui raconte le détail de son quotidien, de son travail, les déchets qu'elle ramasse pour les revendre et vivre, qui raconte la faim, qui raconte la faim qui transforme, qui passe un filtre jaune sous ses yeux tellement la souffrance est intense. Et c'est un livre qui est exceptionnel parce que c'est très rare d'avoir accès avec des qualités littéraires exceptionnelles à un récit à la première personne de l'expérience de la misère. Et c'est aussi un livre très important parce qu'il a révolutionné dans les années 60 le regard que portaient les élites sur la souffrance populaire. Et ça a été une dimension de la révolution littéraire des années 60. Bruno Meyerfeld. Oui, moi j'avais envie de vous recommander les poèmes de Carlos Drummond de Andrade, qui est selon moi le plus grand écrivain brésilien, que je cite en exergue et à plusieurs reprises dans mon propre livre. J'ignore chez quel éditeur il était traduit, mais c'est un poète du Minas Gerais, donc la région qui par ailleurs est la région de ma famille, mais qui est aussi l'ancienne région des chercheurs d'or, où j'ai aussi écrit mon livre. Et il a écrit en 1940 un recueil de poèmes qui s'appelle A Noite Dissolve os Homens, et ce recueil écrit
au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, traduit en grande partie le sentiment de solitude, de perdition, d'inquiétude du Brésil, alors que le monde est en train de basculer. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup influencé dans mon écriture, cette dimension plus sombre du Brésil. Voilà, et cette phrase que vous mettez, cette citation de lui en exergue dit « La nuit est tombée, quelle nuit ?» Point d'exclamation, Bruno Meyerfeld. Et c'est vrai que pour comprendre ce cauchemar brésilien, pour comprendre ce qui se joue actuellement, vous vous tournez régulièrement vers la littérature sud-américaine. Et notamment, dans les premières pages, vous allez voir du côté de Gabriel Garcia Marquez, en écrivant, je vous cite, « Force est de reconnaître que par bien des aspects, Jair Bolsonaro est un personnage romanesque, ou plutôt théâtral, hésitant entre Ubu et Richard III. Dans sa geste et ses obsessions, il incarne jusqu'à la caricature la figure éculée du caudillo latino-américain. Il partage quantité de points communs avec les héros de Gabriel Garcia Marquez, en premier lieu celui de l'automne du patriarche. Ce généralissime, suant, délirant, déclinant, grand chef des tremblements de terre, assis sur son trône d'illusion, pour qui l'existence réelle est la plus élémentaire des énigmes. On peut donc lire ou relire l'automne du patriarche de Gabriel Garcia Marquez, mais vous nous invitez aussi à lire Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, qu'on peut lire, et peut-être en le lisant, ce livre qui date pourtant, mieux connaître Jair Bolsonaro. C'est un livre que l'ethnologue a tiré de ses souvenirs du Mato Grosso, quand grand état du Brésil, un véritable enfer, racontez-vous, que le jeune officier a rejoint à 23 ans et où il a attendu une guerre avec le Paraguay qui n'est pas arrivée, un peu comme dans le désert des Tartares de Dino Buzzati, Bruno Meyerfeld. Oui, alors c'est effectivement important de relier Jair Bolsonaro à ses propres références littéraires. J'ajouterais à la liste que vous avez mentionné Vargas Llosa, qui est et notamment à La Fête au Bouc, qui est pour moi un des plus grands, sinon le plus grand roman latino-américain, et on peut effectivement jeter des ponts. Jair Bolsonaro, oui, vous l'avez rappelé, sorti de l'académie militaire, a passé quelques années dans le sud du Mato Grosso, à la frontière avec le Paraguay. Il sortait d'académie, lui était jeune officier à l'époque, à peine diplômé, et espérait mener sa grande guerre contre les Rouges, contre les communistes. On était durant la dictature militaire, et malheureusement, la dictature, à sa sortie de l'académie, était déjà dans sa phase de décompression, de démocratisation très lente, dirons-nous, une période que Mochirio connaît très bien, voire bien mieux que moi. Et malheureusement, il y a cette frustration chez Jair Bolsonaro très très forte d'être passé d'une certaine manière à côté de sa guerre, passé à côté de son destin, et on retrouve cela dans beaucoup de ses discours, beaucoup de ses actions, beaucoup de ses instincts aujourd'hui au pouvoir. C'est assez clair. Juste une anecdote que je raconte dans le livre au sujet de son obsession du rouge ou des rouges. La première décision qu'a prise Jair Bolsonaro arrivé au pouvoir, le 1er janvier 2019, a été de faire évacuer, de faire changer toutes les chaises bleues du palais de l'Alvorada, du palais de l'Aube, qui est la résidence des présidents brésiliens, pour les remplacer, de faire évacuer toutes les chaises rouges pour les faire remplacer par des bleus. Et ça, c'est une décision qu'on retrouve qu'on pensait pouvoir retrouver que dans des romans de Gabriel Garcia Marquez, effectivement, avec des tyrans délirants au pouvoir, mais qui a bien eu lieu sous Jair Bolsonaro il y a pas si longtemps. Voilà, c'est un jeu de couleurs, ce qui se joue actuellement. Le Brésil de Lula ressemblerait à quoi, Mochirio? Un Brésil haut en couleurs, nous répondez-vous. Il a incarné la vie politique de ces 50 dernières années, et à chaque fois qu'il y a des mobilisations, des manifestations de soutien, c'est là encore un défilé de couleurs. Je voulais m'arrêter encore sur un dernier livre, et après on plonge dans vos deux ouvrages. Vous nous décommandez en revanche de lire, Bruno Meyerfeld, un livre très connu mais un peu trompeur. C'est Brésil, terre d'avenir de Stefan Zweig. Quand il était exilé là-bas, il a fait le portrait d'un Brésil un peu comme un géant gentil, dénué de violence et de racisme. Un Brésil idéalisé qui, pour comprendre ce qui se joue actuellement, nous induit un peu en erreur. Bruno Meyerfeld. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, c'est bien triste parce que j'adore Stefan Zweig, c'est un immense auteur européen, et a fortiori quand on est européano-brésilien, c'est un passage obligé. Et c'est un livre qui va chercher au Brésil ce que Stefan Zweig ne trouvait pas, ne trouvait plus, ou aurait aimé trouver en Europe, c'est-à-dire un pays métissé, un pays qui était en plein progrès, qui était en train de se démocratiser face à une Europe qui était en train de sombrer dans le fascisme et le nazisme. Et effectivement, c'est une vision très idéalisée d'un pays où il n'existe
n'existerait pas, par exemple, ou peu de racisme. Et c'était bien sûr tout l'inverse à l'époque. Voilà, on peut le lire quand même avec des yeux grands ouverts en sachant qu'effectivement c'est un certain Brésil tel que Stéphane Zweig voulait le voir qui nous est raconté à ce moment-là. Lula, Bolsonaro, à vous entendre tous les deux visages du Brésil. Vous diriez, Mochirio, deux récits du Brésil, ces deux histoires brésiliennes vraiment qui se démarquent avec ces deux personnalités. Oui, tout à fait. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Bruno, ce qui est marquant, je trouve, quand on essaie de comprendre, y compris à la lumière de ce qui se passe, l'histoire du pays, c'est à quel point ce pays est un puissant producteur de mythes, d'histoires de soi. Et que, à l'occasion de cette crise démocratique, plusieurs histoires de la nation se confrontent. Et une histoire qui est une histoire de combat, de souffrance, d'oppression, de racisme, de poids de l'esclavage qui n'a jamais été éliminé des relations sociales et de la brèche d'espoir qui aurait été ouverte au moment de la redémocratisation, au moment de la présence de la gauche au pouvoir. Et c'est cette histoire-là que la gauche a tenté de porter, continue de tenter de porter, mal, pas auprès d'un public suffisamment large, mais c'est ça, effectivement, qui est raconté dans les lettres et qui continue d'être le regard porté sur le pays par la gauche. Donc une histoire de violence, d'autoritarisme, d'oppression. Et face à cette histoire-là, ce que porte l'extrême droite et ce que porte en fait la droite tout au long du XXe siècle, c'est une vision d'un peuple pacifique, d'un peuple sans racisme, d'un peuple uni derrière des dirigeants qui doivent y apporter un ordre et traversé par la menace de la subversion, la menace du communisme et porteur d'une espèce de maladie intérieure depuis toujours qui l'empêcherait d'être lui-même, c'est-à-dire un peuple ordonné et obéissant dans lequel son identité s'épanouirait. Et effectivement, dans la confrontation de ces deux récits, on a la puissance des mythes et comment ils se confrontent à des réalités de souffrance que cette extrême droite au pouvoir parvient à ignorer, et y compris à faire ignorer aux gens. Et ce qui est terrible dans ce qui se passe actuellement, comme disait Bruno, il y a presque 44% des gens qui ont voté pour Bolsonaro, et toute une partie de ces gens-là, c'est des gens de catégorie populaire. Bien sûr, les catégories supérieures votent davantage pour Bolsonaro, mais il n'y a pas 44% de catégories supérieures au Brésil. Beaucoup de gens d'origine extrêmement populaire, de conditions populaires, adhèrent à ce récit désormais, et adhèrent au fait qu'ils ne sont pas victimes de racisme, même s'ils sont noirs. Ils ne sont pas victimes d'un système extrêmement inégalitaire et opprimant, alors qu'ils vivent dans la pauvreté. Et ils sont rentrés dans ce discours-là, dans ce récit-là d'eux-mêmes. Mais si il y a deux récits aussi bien installés, aussi bien implantés aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi la force de ces deux hommes d'avoir su, à un moment, produire du récit, d'être deux grands storytellers, qu'on soit d'accord ou pas avec l'un des deux récits? Alors, le second tour des élections présidentielles nous mène à vraiment affronter les deux personnalités, mais ils ne sont pas isolés, ils sont produits d'une tradition. Hein. Lula n'a pas produit tout seul, bien que son histoire personnelle d'homme venu du nord-est, de l'extrême pauvreté, monté au sud, devenu ouvrier, syndicaliste, etc., lui-même reflète ce récit-là. Son histoire reflète le récit du dépassement et de la lutte. Mais c'est l'histoire portée par toute la gauche brésilienne depuis les années 70, une histoire de combat, d'affirmation du mouvement noir, du mouvement féministe, de lutte des indigènes pour leurs droits, de la constitution de 1988. Donc, il est un des éléments d'un grand récit collectif. Voilà, il a su l'incarner. Il y a une forte identification des soutiens de Lula, hein, reconnu comme appartenant, vous le racontez bien, Mochirio, à ceux d'en bas. Tu es l'un de nous, hein, dit l'un des auteurs de cette lettre. Une hyper-personnalisation, Bruno Meyerfeld. Comment expliquer ce lien indéfectible que les électeurs citoyens brésiliens tissent avec leur président? Et je me tourne vers vous plus concernant Jair Bolsonaro. Ouais, non, c'est une des caractéristiques de la politique brésilienne. On désigne les dirigeants par leur surnom, par leur prénom. Donc, concernant Bolsonaro, on le surnomme, enfin ses partisans le surnomment le mythe, ou mytho, ce qui veut dire beaucoup de choses sur la vision, justement, sur le storytelling dont vous avez parlé, c'est-à-dire la construction d'une certaine mythologie, d'un récit avec un personnage au centre qui permet à la fois d'expliquer la réalité et en même temps de s'en détacher. Et je pense que c'est une des grandes caractéristiques d'une partie, en tout cas, de l'électorat, en tout cas le cœur de l'électorat de Jair Bolsonaro. C'est un
refus de voir la réalité telle qu'elle est et la préférence pour une autre version. On le voit très bien en ce moment pendant les élections avec le succès de fake news hallucinantes qui circulent en ce moment sur Internet et des électeurs qui se refusent à croire à la corruption de Jair Bolsonaro ou de sa famille ou à la réalité des chiffres de la déforestation ou de la pauvreté. On a un Jair Bolsonaro qui, au pouvoir, président du pays, nie les chiffres de la déforestation, nie le fait que 33 millions de Brésiliens ont faim et a nié évidemment l'épidémie du Covid-19. Et on voit qu'on a au pouvoir le chef d'une mythologie d'une certaine manière et qui est entouré de personnages qui lui servent de producteurs de cette mythologie grâce à ce fabuleux vecteur que sont les réseaux sociaux qui triomphent aujourd'hui au Brésil. Un chiffre qui est cité dans le livre, mais un Brésilien reçoit en moyenne 4 fake news par jour sur ses réseaux sociaux et 75% des Brésiliens s'informent en priorité sur ces mêmes réseaux sociaux. Et donc on a une population très vulnérable. Et je pense que ça explique en grande partie le vote Jair Bolsonaro, une certaine identification. Et en même temps, il y a des raisons assez pragmatiques qui font que les gens votent Jair Bolsonaro. C'est pas, il n'y a pas, comme dirait Mochirio, il n'y a pas 43% de catégories supérieures au Brésil. Il n'y a pas non plus 43% de conspirationnistes acharnés. On a des personnes qui voient en lui un capitaine capable de maintenir l'ordre. Ils voient en lui un homme neuf. Alors c'est un peu fini ça, mais c'était très très fort en 2018, qui justement ne plongera pas dans la corruption, comme cela a pu être très fortement accusé pour le Parti des travailleurs de Lula. Et on a aussi un homme qui est vu comme une figure morale, c'est-à-dire son épouse est évangélique, lui-même a été baptisé par un pasteur dans les eaux du Jourdain alors qu'il est né catholique, et voit en lui une figure quasiment messianique. Et donc il est capable d'empêcher l'avortement, empêcher la légalisation des drogues, soi-disant une théorie du genre, etc. Et ça, c'est très fort chez son électorat, et ça fait aussi du choix de Jair Bolsonaro un choix pragmatique. Voilà, le capitaine, disiez-vous à l'instant, Bruno Meyerfeld, ou peut-être le soutien aussi des footballeurs, dont Neymar ce week-end. Je crois que ça fait beaucoup sujet polémique aujourd'hui au Brésil. Bolsonaro, son récit, vous le citez dans votre livre, le futur de l'Amazonie, ce n'est pas l'Indien ni ses putains d'arbres, mais le minerai. Tout est là, en tout cas, une partie aussi de ses objectifs ou de ses cibles principales. Je me retourne vers vous, Sébastien Thème. On va aller voir aussi du côté de l'architecture qui en dit long au Brésil et en France. Et en France, oui, avec une exposition à découvrir au pavillon de l'Arsenal. C'est le Grand Paris des écrivains, à voir jusqu'au 8 janvier prochain. Une série de courts-métrages à découvrir entre images documentaires et fiction littéraire pour entendre la voix d'auteurs et d'autrices sur des images de la ville d'aujourd'hui. Pour chaque film, un écrivain, une écrivaine s'empare d'un bâtiment, d'un quartier ou un axe du Grand Paris. Il ou elle écrit alors un texte du genre littéraire de son choix, en lien avec l'espace choisi. La caméra du réalisateur Stéphane Cornic, elle, capte l'esprit des lieux. Il nous en dit un peu plus, écoutez. Projet littéraire, documentaire ou architectural. C'est un projet à la croisée de plusieurs champs et disciplines, comme j'aime souvent le faire. Projet littéraire par la contribution des écrivains qui ont accepté de m'écrire un texte inédit pour la collection. Projet documentaire aussi, puisque les 30 courts-métrages ont été tournés entre 2018 et 2022. Ils rendent donc compte de la ville pendant cette période. Ils en seront des témoins. Et l'architecture est aussi assez présente par des bâtiments ou des ensembles emblématiques comme Meudon-la-Forêt de Fernand Pouillon, les Arcades du Lac de Ricardo Bofill, la Grande Arche de la Défense ou des architectures aussi moins remarquables. Il est même question d'architecture vernaculaire dans l'épisode écrit par Éric Reinhardt à propos d'un petit quartier à cheval entre Pantin, Romainville et le Pré-Saint-Gervais. Film après film, chaque spectateur est invité à se laisser porter par un récit, incarné par son auteur, qui le lit donc en voix off, et à se plonger dans les images que j'ai pu saisir aux quatre coins de la métropole, le plus souvent à vélo. Oui, Stéphane Cornic, un réalisateur à vélo, avec une grosse caméra sur l'épaule. Alors, parmi les auteurs, les autrices, Maëlys de Kerangal, Philippe Génada, Simon Johannin, Laila Slimani, Joyce Ormand. On parlait d'architecture du Grand Paris, racontée donc par ces écrivains, ces écrivaines. Comment l'architecture brésilienne est regardée par les auteurs, par les autrices. Vous évoquiez Bruno Meyerfeld, Brasilia, ville où est installé Bolsonaro, capitale fédérale, et folie architecturale également, pensée par Niemeyer. Est-ce que ce pays peut se raconter par son architecture ? Et a fortiori, Bolsonaro peut se raconter par l'architecture. Alors moi, j'aime le béton, beaucoup Brasilia, c'est ça.
Oui, alors moi Passion j'aime beaucoup, béton. beaucoup Brasilia. C'est une ville où j'ai passé pas mal de temps. En fait, c'est une ville qui a une sorte de charme désuet assez impressionnant et voire même, contrairement à l'image qu'on peut avoir de béton un peu figé, assez romantique. Enfin bref, avec une nature très, très présente. Mais concernant l'architecture, moi j'ai décidé d'écrire mon livre justement en partant du palais de l'Alvorada, qui est ce palais de l'Aube, qui est la résidence, comme j'ai dit, des présidents brésiliens, où habite Jair Bolsonaro, et qui est le premier bâtiment inauguré à Brasilia, à l'époque au milieu littéralement, d'un désert humain total. Et c'est un bâtiment de verre et de béton avec une colonnade que André Malraux lui-même a désignée comme la plus grande prouesse architecturale depuis les colonnes grecques, donc c'est pas rien. Et un palais de verre entouré par un lac sur une presqu'île très isolée, un lieu extrêmement silencieux, extrêmement ouvert, de baies vitrées. Enfin, j'encourage les auditeurs à aller voir l'architecture sur Internet. Et j'ai trouvé ça sidérant ou vertigineux d'imaginer un président paranoïaque, un président insomniaque, un président qui a peur de sortir dans un jardin, de peur d'être visé par un drone, vivre dans un palais, par ailleurs un rustre capitaine, vivre dans un palais d'une telle finesse et d'une telle ouverture. C'est un palais qui ne Un palais dispose... communiste, presque, en plus, dites-vous, qui correspond à ce Oui, tout à rêve-là. fait. Et il a tendance à s'enfermer, racontez-vous, dans une pièce de 30 mètres carrés, en fait, dans un placard à balai, presque, vu la taille du palais. Hein. Oui, alors Jair Bolsonaro est insomniaque depuis très longtemps et quand il déambule au milieu de la nuit en maillot de foot et en tongs dans ce palais sublime, souvent il trouve le chemin de son dressing qui est donc en forme de U qui fait une trentaine de mètres carrés et littéralement il administre souvent son pays depuis cette pièce entre chaussettes et caleçons. Ça paraît assez hallucinant et pourtant il organise quasiment des conseils des ministres. C'est la seule pièce où il se sent en sécurité, tout simplement parce qu'elle est petite, relativement petite et dénuée de fenêtres. Et c'est là qu'il se réfugie, lui et ses cauchemars. Ça paraît anecdotique, mais c'est symbolique, dites-vous, Bruno Meyerfeld. Le Brésil, un pays où on pense toujours pouvoir recommencer à zéro, faire table rase. Un État qui a changé 3 fois de capitale, changé de monnaie, changé de drapeau, 13 fois, vraiment, c'est ce que j'ai lu. Bâti une ville nouvelle, Brasilia, un projet prométhéen inauguré il y a 60 ans seulement. Et un Jair Bolsonaro qui est à l'image aussi de ce pays, de ces constants changements. Cette constante de l'histoire, d'ailleurs, Mochiro, on la retrouve dans le parcours de l'ancien président Lula, à nouveau candidat après être passé par la case prison. Comment est-ce qu'il est parvenu à être à nouveau candidat, à nouveau crédible pour gouverner ? Pour plusieurs raisons. D'une part, comme beaucoup de personnalités relativement exceptionnelles dans leur capacité à représenter les catégories populaires, il est difficilement remplaçable. Et il n'est pas l'unique exemple, mais du coup, il y a peu de relève et dans une situation de très grand risque politique de la perpétuation au pouvoir d'une figure d'extrême droite, son immense popularité, la capacité qu'il a eue à incarner des aspirations populaires, en faisait le meilleur des candidats. Par ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a pu redevenir cette figure-là après la prison ? Parce que, justement, il y a une bataille de récits au sein de l'opinion publique brésilienne. Et le récit qui avait été imposé, y compris à l'étranger, selon lequel la gauche de gouvernement avait été complètement déshonorée par des pratiques de corruption hégémonique, et c'était ça l'histoire du Brésil de ces dernières années, a été combattu par un autre récit, selon lequel la droite et l'extrême droite ont été à l'œuvre d'une crise démocratique, ont manipulé la justice, l'opinion et les médias, dans le cadre d'une guerre judiciaire qui a eu pour conséquence la destitution d'Ilma Rousseff et la mise en prison de Lula. Et ces récits sont toujours en concurrence. C'est le cœur, en fait, de la dispute électorale actuellement. Est-ce que, finalement... c'est un conflit entre quelqu'un qui est un corrompu et quelqu'un qui est un néofasciste. Et la question de la corruption demeure essentielle. Donc les récits ne sont pas clos, mais c'est grâce à cette bataille que Lula a pu redevenir candidat et peut-être, j'espère personnellement, président élu dans quelques jours. Voilà, vous avez donné vos préférences. Jair Bolsonaro est arrivé au pouvoir avec l'ambition de tout défaire pour mieux reconstruire toujours cette politique de la table rase, présente au Brésil, avec le rêve, racontez-vous, Bruno Meyerfeld, de libérer le Brésil de l'idéologie néfaste de la gauche. Dans son gouvernement, dans l'exécutif du pouvoir aujourd'hui de Bolsonaro, il y a justement
justement le juge qui a condamné Lula sans preuve matérielle. Et ce pays, il est peuplé de millions de Lula qui, à sa place, ont sillonné le pays, pensé, rêvé un avenir commun, comme il l'a dit et espéré le jour de sa reddition. La mort d'un combattant n'arrête pas la révolution. On voit le récit s'écrire au jour le jour, Mochirio. Mais Lula n'est pas mort. Au contraire, il a organisé son retour, gardé le contact pendant ces années de détention. Au fond, et c'est ce dont témoignent ces lettres que vous rassemblez aujourd'hui dans ce livre. Oui, c'est pas simplement ce que je vous ai dit au début, l'écriture de soi, mais c'est une histoire collective. C'est un récit populaire du Brésil qui a continué à s'écrire. Qui continue à s'écrire et où les personnes écrivent à Lula qu'ils ont repris le flambeau de ce combat, qu'ils ont compris quelle était la lutte, qu'ils allaient la mener collectivement et que la représentation de Lula comme leur dirigeant étant rendu impossible, le pouvoir leur retombait entre les mains. Et c'est ce qu'il raconte. Et il raconte aussi Bolsonaro. Et en cela, le livre de Bruno et le mien se croisent. Celui, en fait, des auteurs, pas vraiment le mien. C'est pas moi qui parle dans ce livre, c'est les auteurs des lettres. Parce qu'on voit aussi raconter par des gens ce que signifie la peur de l'arrivée d'un gouvernement d'extrême droite, l'impression de ne plus rien comprendre, l'impression de ne pouvoir plus faire confiance dans les institutions de la République. Et ces histoires racontées à la première personne par des gens d'origine sociale extrêmement variée, c'est aussi quelque chose qui parle de la résistance d'une société politique que l'extrême droite a réussi à largement défaire. Voilà, ces lettres sont un mémorial d'un idéal, celui d'un État garant des droits sociaux constitutionnels. Et beaucoup ont perdu, beaucoup ont encore à perdre avec Jair Bolsonaro, Sébastien Tem. C'est aussi ce que nous raconte une revue qui rend compte de l'actualité brésilienne. Oui, c'est la revue triannuelle du Crieur, l'association des éditions de la découverte et du site d'information Mediapart, qui ont créé donc cette revue qui mélange journalisme, d'investigation et édition d'idées engagées pour ce 21e numéro, vous le disiez Olivia, il traite de l'actualité brésilienne et des élections présidentielles de ce dimanche via l'angle féministe, comme nous l'explique le rédacteur en chef de la revue, Joseph Confavreux. L'article que nous publions d'Erika Campelo, qui est journaliste et militante des droits humains, sur l'assaut mené par les femmes autochtones, noires ou LGBT+, sur la politique bolsonariste en particulier et le conservatisme brésilien en général, nous a semblé important pour deux raisons. D'abord parce qu'il rappelle que l'enjeu du second tour de l'élection présidentielle entre Lula et Bolsonaro, qui se tient maintenant dans moins d'une semaine, n'est rien de moins qu'une question de vie et de mort pour certaines minorités, comme le rappelle notamment l'assassinat en 2018 de Marielle Franco, conseillère municipale de Rio, membre du Parti Socialisme et Liberté, femme lesbienne noire et issue d'une favela. Ensuite, parce qu'il montre concrètement comment de nouvelles formes de politique s'inventent à l'initiative des féministes, en cessant d'opposer, comme on le fait encore un peu souvent, la politique institutionnelle et électorale à la politique associative et hors des urnes. Erika Campelo montre ainsi comment des femmes noires, des autochtones, des lesbiennes, des trans, des mères issues des quartiers populaires se portent candidates aux différents scrutins, puisqu'il n'y a pas que la présidentielle en ce mois d'octobre au Brésil, en mettant sur le devant de la scène des manières plus collectives et inventives de faire la politique. On espère bien qu'elles vont gagner, même s'il y a de quoi être assez inquiet. Mochirio, on a vu Lula faire sa campagne accompagnée de sa femme Rosângela da Silva, sociologue. Comment il intègre cette riposte féministe dans sa campagne, dans son programme, et peut-être même la question au fond de l'intersectionnalité, ce dont vous parlez depuis le début de l'émission. Oui, alors ce qui est intéressant dans les résultats des élections du 2 octobre, du premier tour, à la fois il est un peu écrasant ce résultat parce qu'on voit comment un Brésil qui était un Brésil conservateur, y compris quand il est populaire, est devenu un Brésil d'extrême droite et a adhéré à ce projet-là. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de renouvellement politique, d'inventivité politique. Dans toutes les assemblées sont entrées des femmes noires, des personnes trans, qui affirment leurs identités et qui sont issues en fait d'une histoire de 20 ans de lutte dans les quartiers populaires, qui finalement s'est particulièrement épanouie avant l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, parce que la violence et la légitimisation de la violence par l'exécutif empêche que ces nouveaux mouvements prennent toute leur ampleur, mais ils ont continué à prendre leur ampleur, et effectivement le Brésil a continué de vivre, de se réinventer. La politique et les nouvelles générations de politiques sont apparues, et en particulier par des femmes noires, la figure de femmes noires. La figure de Marielle Franco, qui a été assassinée en mars 2018, est devenue finalement
la principale opposante à Bolsonaro depuis son tombeau. Elle est devenue un exemple, une graine, l'espoir de représenter autre chose d'un Brésil avec le visage qu'il a véritablement, un visage jeune, féminin et noir. Et en cela, quelque chose est quand même en train d'apparaître à côté de l'installation d'une extrême droite, malheureusement pour longtemps dans le pays. Mon cher Lula, lettre à un président en détention. Cet ouvrage a été dirigé par Vossoin Mochirio. Il est publié chez Anamosa. Il y a des textes, mais il y a aussi des captures de ces lettres et des dessins qui ont été envoyés nombreux à Lula durant cette année et demie de détention qu'il a connue. Merci à vous aussi, Bruno Meyerfeld, Cauchemar brésilien. C'est votre livre-essai qui paraît chez Grasset en cette rentrée. Bonne chance pour la fin de cette campagne présidentielle que vous suivez. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on part tout de suite retrouver Charles Dantzig, parce que c'est l'heure de nos quadritèmes et on ouvre cette semaine un nouveau thème. France Culture, il est 13h25. L'avant-garde qui se voit et celle qui ne se voit pas en littérature. Il y a beaucoup d'avant-garde tapageuses, mais aussi des avant-gardes discrètes. Le dadaïsme de Georges Rimond Dessaigne qui invente des farces contre la mort. C'est le premier volet des quadritèmes de Charles Dantzig. Ce quadritème porte sur l'avant-garde qui se voit et sur l'avant-garde qui ne se voit pas. Certaines œuvres sont ostensiblement nouvelles, d'autres le sont de manière discrète. Avant-garde est une expression assez vague dans l'ordre esthétique. Elle vient du lexique militaire. Ce n'est pas si aberrant. Il y a eu dans bien des avant-gardes du XXe siècle une agressivité intentionnelle. Les avant-gardes allaient, les premières de leur nom, à l'attaque contre la convention esthétique. J'en parle au passé parce qu'elles sont moins vivaces aujourd'hui, où nous sommes tirés en arrière par une lame de fond passéiste. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas de tentative d'avant-garde. On peut lire, par exemple, le tout récent Manifeste pour une épidémie Transmac Gwynbouch Pédé-Salope sur le site Trou Noir. Ce n'est pas une avant-garde littéraire. Celle-ci était une invention du début du XXe siècle. Avant cela, les écoles littéraires voulaient renverser les trônes vermoulus, mais ne revendiquaient pas l'agressivité. Dans la jeunesse de l'excellent Georges Ribemont Dessaigne, dont je vais parler dans ce quadritème, est apparue une école littéraire dont il a été membre et qui, pour dire le moins, est une des plus sympathiques du XXe siècle, le dadaïsme. Ribemont Dessaigne était un fils de professeur de médecine, les meilleurs écrivains, n'est-ce pas, élève à l'école des Beaux-Arts, grâce à quoi il a fait la connaissance de plusieurs peintres devenus majeurs comme Picabia, mais aussi de Marcel Duchamp, l'artiste dont le pince sans rire a médusé une grande partie de son siècle. Ribemont Dessaigne écrit, fait la connaissance de Tristan Tzara, devient dadaïste. Dada, dont personne n'a oublié qu'il a été fondé en 1916, était le bombardement de l'absurde contre un ordre européen qui avait mené au bombardement homicide de la Première Guerre mondiale. Ne soyons donc pas étonnés que, dans un article de Ribemont Dessaigne intitulé « Les plaisirs Dada », on trouve la phrase enfantine et terrible « Dada est content ». Elle peut aussi bien se traduire « Guillaume II est content »,« Joffre est content » ou « Croup est content ». Encore mieux, la mort est contente. Qu'est-ce que Dada a été d'autre que la tentative de contrer les pulsions de mort par la farce ? Les éditions Alia viennent de rééditer un extraordinaire roman de lui, L'autruche aux yeux clos. Le sarcasme, qui est souvent l'expression ricaneuse de la blessure, qu'il soit Dada ou non, y trouve une expression d'une tristesse splendide. Il est question d'un désert où l'on marche sur des sauterelles noires sans ailes et d'un personnage là qui traîne de vagues envies de mort. La fantaisie n'est pas nécessairement joyeuse. Je voudrais, pour finir, laisser la parole à ce dadaïste qui, en tant que tel, avait pour premier ennemi le pouvoir. Et voici ce qu'il dit. « Méfiez-vous de ceux qui vous mènent. Ils se servent justement de votre amour inconsidéré du toc et du ténor pour vous conduire par le bout du nez pour leur plus grand bien. » Merci Charles Dantzig, une émission programmée par Bruno Barada, préparée par Didier Pinault à la réalisation aujourd'hui, Camille Maty, avec Florent Bujon à la technique. Et demain, au menu de notre book club, Sébastien Thème. Un retour sur les bancs de l'école avec Rachid Zerouki et Marie Desplechin qui publient 2 livres. Pour ne pas décrocher, vous pouvez déjà réagir à une citation de Daniel Pénac sur notre Instagram. Vos réactions, #BookClubCulture, Olivia. Merci beaucoup, à demain. À demain.